Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. La division des antiracistes français est aujourd'hui un fait constaté. Mais d'où vient-elle, comment s'est-elle produite, selon quelles étapes? Voilà qui peut intéresser l'histoire des idées politiques contemporaines. Pour répondre à ces curiosités, diverses voies sont possibles et il n'y a lieu d'en écarter aucune a priori. Voici notre proposition. Nous souhaitons étudier comment, selon quelle chronologie et selon quelle modalité, P.A. Taguieff a cessé d'appartenir à la gauche antiraciste. 1. Le choix de P.A. Taguieff n'est pas si difficile à justifier. Sur les thèmes du racisme et de l'antiracisme, depuis les années 1980, il est l'un des auteurs francophones les plus créatifs. Son nom apparaît par exemple dans les premières pages de 2 synthèses anglo-saxonnes récentes sur le sujet, et il est le seul auteur francophone dans ce cas. Ainsi, il est peut-être celui qui a le mieux su exprimer ce que de nombreux chercheurs percevaient au début des années 1980, c'est-à-dire la transformation du racisme, sa réinvention, à partir de l'abandon de l'idée de race au profit de l'adoption de l'idée d'identité collective. Cette évolution de la biologie vers la culture ouvrait un espace nouveau à la xénophobie car elle prenait à revers les antiracismes. La notion d'identité avait été au cœur des combats antiracistes de la décolonisation. C'était une notion populaire et légitime à gauche. L'identité culturelle n'était-elle pas centrale pour tous les peuples dominés, nouvelles nations des Suds ou minorités d'Amérique et d'Europe? N'est-ce pas Aimé Césaire lui-même qui a défendu avec verve un usage politique et antiraciste de l'identité? Il a proposé un modèle conceptuel pour penser les ambiguïtés du discours antiraciste, non pour le liquider, mais pour améliorer son efficacité. Ce modèle oppose parmi les racismes et les antiracismes 2 grands univers, l'universalisme et le différentialisme. Il existerait ainsi un antiracisme universaliste qui s'opposerait en priorité au racisme différentialiste, et un antiracisme différentialiste centré sur l'opposition au racisme universaliste. Nous ne développerons pas plus à ce stade l'étude de cette conceptualisation. Comme tout modèle abstrait, il est susceptible de critiques, particulièrement venues des historiens, toujours sensibles à la diversité du concret empirique. Mais il a contribué à relancer en France, et hors de ce pays, l'intérêt pour la théorie du racisme, dans le contexte de l'émergence du Front National comme force politique. P.A. Taguieff a proposé une conceptualisation largement acceptée pour penser les premiers succès électoraux du Front National. La notion de national-populisme tente de saisir une nouveauté, afin de ne pas se contenter de l'idée d'un retour de l'extrême droite historique. Ce qui était perçu par certains comme simplement une persistance, devait être pensé pour lui-même. National-populisme s'est imposé, y compris en anglais. National-populism, national-populiste existe. Il a également, après d'autres, repris le dossier du populisme et attiré l'attention sur ceci. Le terme ne définit aucun contenu positif, mais un style en politique, mépris des formes, appel au peuple, culte du chef, en somme, l'inverse du libéralisme selon Benjamin Constant, à disposition des démagogues de toute obédience. Un peu auparavant, il avait proposé une analyse devenue classique du contenu idéologique du discours du Groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne, GRECE, à un moment où peu de gens avaient pris la peine de lire exhaustivement la production de ce cercle de réflexion proche par l'origine de la plupart de ses membres, de l'extrême droite. Pendant longtemps, il a existé une confusion entre eugénisme et darwinisme social. Les auteurs eugénistes étaient confondus avec les écrivains influencés par les idées de Francis Galton. Une de ses premières recherches en histoire des idées a été consacrée à Georges Vacher de la Pouge, 1854 à 1936. Il a montré combien ce dernier, eugéniste, n'était en rien un darwiniste social. Les eugénistes étaient souvent socialistes, hostiles au laisser-faire libéral, favorables à l'intervention de l'État pour améliorer la race. Le racisme des darwinistes sociaux est d'une facture différente. Son travail a permis de distinguer, et donc d'offrir une vision plus précise du panorama des idées racistes à la fin du XIXe siècle. Ces pouvaient entrer en synthèse aussi bien avec le socialisme, l'eugénisme, qu'avec le libéralisme économique, le darwinisme social.
Comment distinguer un discours prescriptif, orienté vers l'action, la ségrégation, l'exploitation, la destruction, d'une croyance plus vague et plus diffuse en l'existence de races humaines, croyance largement attestée au XIXe siècle? La conceptualisation racisme-racialisme aide à la distinction, et permet de ne pas tout confondre dans une vaste nuit où tous les chats sont gris. À la fin des années 1980, le dossier des faux protocoles des sages de Sion était bien sûr connu, par exemple après les travaux de Norman Cohn et Léon Poliakoff. Pourtant P.A. Taguieff a voulu le rouvrir, soit afin de préciser des points d'érudition historique, soit pour modifier la focalisation historique et géographique et prendre au sérieux ce qu'on ne faisait pas beaucoup en France, la persistance des théories du complot antisémite au Moyen-Orient en liaison avec le conflit israélo-arabe. Ce fut l'occasion de montrer la circulation des thèmes anti-juifs, d'Europe vers le Moyen-Orient, puis du Moyen-Orient vers l'Europe. Il concluait d'une façon contre-intuitive pour beaucoup en 1991, que la question de la haine des Juifs restait une question européenne, transformée désormais et devenue méconnaissable aux yeux de certains en antisionisme, fort bien porté dans des milieux très divers. L'antisionisme n'est pas l'antisémitisme, bien sûr incontestablement, mais si la formule n'est pas fausse, elle est courte, elle laisse échapper certains aspects de la réalité. En 2001, il a proposé pour désigner l'augmentation brusque des discours et des actes hostiles aux Juifs en France, l'expression « nouvelle judéophobie ». Il a ainsi contribué, avec d'autres, à imposer dans le débat public un thème qui incommodait, puisque les auteurs de ces violences étaient presque toujours des jeunes gens mobilisés par un sentiment de solidarité avec la Palestine. Le livre du même nom publié en janvier 2002 a ainsi déclenché une polémique, interne au camp antiraciste, qui s'est maintenue, plus ou moins intense selon les années, jusqu'à ce que les événements terroristes des années 20 122 015 confirment la réalité d'un problème grave. Il existe par conséquent de bonnes raisons d'étudier l'évolution du travail de P.A. Taguieff. Il est un chercheur connu et reconnu. Il a beaucoup écrit, ce qui implique que peu de personnes ont une vision globale de son travail. Il a participé et continue de participer à tous les débats autour du racisme en France depuis la fin des années 1970, ses idées ont évolué, et par conséquent il est possible de s'interroger sur les changements et les permanences. Avec lui, nous sommes transportés au cœur des débats français sur le racisme et l'antiracisme. Probablement, pour qui veut prendre le problème des transformations de l'antiracisme sous l'angle des idées, il s'agit d'un poste d'observation aussi bon qu'un autre. Pourquoi P.A. Taguieff a-t-il quitté la gauche antiraciste? 2. Nous avons parlé ci-dessus de faits constatés. Mais peut-être faut-il ici préciser les choses. Quand nous disons que l'antiracisme est divisé, que visons-nous? Ceci que des citoyens également mus par le refus du racisme réagissent de façon opposée à presque tous les événements de l'actualité, petits et grands, qui impliquent les préjugés et les discriminations. Or, dans le même temps, la réalité des préjugés et discriminations est incontestable, mais de plus en plus difficile à saisir car les motivations des discriminateurs sont variées et parfois obscures. Proposons quelques exemples. Dans les années 1970, les supporters de football ne chantaient pas dans le métro de Paris « We raciste », et ils n'empêchaient pas un voyageur noir d'entrer dans un wagon, comme l'ont fait récemment les supporters du club anglais de Chelsea. Les images sont facilement accessibles sur Internet. Bien entendu, il y avait des comportements et des propos racistes dans les stades. Mais à notre connaissance, pas de cette façon-là, si assumée, presque réflexive. Oui, raciste signifie autre chose que de tenir des propos racistes contre un joueur noir par exemple. Cela signifie, nous savons, assumons, revendiquons d'être racistes. Cela, 80 ans après la liquidation définitive dans les années 1930, de la crédibilité scientifique du racisme, en particulier par l'anthropologie culturelle. Qu'est-ce que ces hommes voulaient dire par « oui raciste » ? Pourquoi des supporters blancs du club londonien de Chelsea interdisent-ils l'entrée du métro parisien à une personne noire en chantant « oui raciste » ? Dans les années 1970, l'Organisation des Nations Unies n'organisait pas une rencontre internationale sur le racisme, dans laquelle des thèmes antisémites étaient librement diffusés, comme ce fut le cas à Durban en Afrique du Sud en 2001. Le Front National était un petit parti,
marginal et sans influence aucune sur la vie nationale. Les Juifs français fréquentaient les écoles publiques sans aucune difficulté, et le contraire eût paru extravagant. Dans les années 1970, les avertissements du philosophe Alain Finkielkraut sur les dangers de l'antiracisme auraient été incompréhensibles. Exagération ? Mais un livre récent de la militante antiraciste Houria Boutelja invite les Français juifs à cesser d'être français, pour devenir réellement antiracistes, comme si la nationalité française était une tâche honteuse et un malheur. Or, il y a peu, des intellectuels antiracistes ont élevé la voix pour défendre cet auteur, signe de son audience ou de l'audience qu'on lui prête. La même auteure a participé à la fondation d'un parti des indigènes de la République, qui prétend poursuivre au XXIe siècle les luttes de la décolonisation, mais cette fois, l'adversaire n'est pas l'empire colonial français, mais la France républicaine. Symétriquement, le site français de souche, dont l'audience n'est pas nulle, divulgue une représentation de la France menacée par une colonisation africaine et musulmane. Les sympathisants de ce site ne proviennent pas tous de l'extrême droite, loin de là. Ils affirment défendre la laïcité. Dans les années 1970, il n'existait pas une telle confusion. On ne voyait pas défiler dans les rues de Paris, ensemble, la droite catholique, l'extrême droite pétainiste, les identitaires, il n'existait pas. Des organisations musulmanes, des groupes proches de l'islamisme, il n'existait presque pas en France, contre le mariage pour tous, succès de la communauté gay organisée, elle n'existait pas, ou du moins pas de cette façon, un jour nommé par les organisateurs jour de colère. Ce jour-là, les Parisiens ont pu entendre ceci, « Juifs, 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 la France n'est pas à toi ». Il y a d'autres indices du malaise contemporain de l'antiracisme. À partir de 2000, le nombre de discours et d'actes hostiles aux Juifs a commencé à augmenter en France, suscitant une certaine gêne au lieu de la ferme condamnation attendue, à cause de l'identité des auteurs de ces actes. En 2015, la rédaction de l'hebdomadaire Charlie Hebdo a été massacrée. Étonnement, des militants et des organisations antiracistes ont accusé le journal de racisme, paraissant ainsi se rendre aux raisons des assassins. De fait, il avait publié de nombreux textes et dessins moquant certains aspects de l'islam ou critiquant avec virulence les islamismes. Mais il en avait fait autant, et en fait beaucoup plus, à propos de la religion chrétienne et du judaïsme, dans la perspective d'un anticléricalisme qui jusqu'à il y a peu faisait partie de la tradition de la gauche française. De grandes manifestations se sont déroulées le 11 janvier 2015 en défense de la liberté d'expression. Un anthropologue réputé, certainement engagé contre le racisme, y a vu l'expression d'un racisme anti-musulman. Une militante de la cause antiraciste, féministe et socialiste, a publié il y a peu un livre dont le titre dit tout. Que sont mes amis devenus, les Juifs, Charlie puis tous les nôtres. Mes amis sont les compagnons de lutte des années 1970 à 1990, qui ont cessé d'être des camarades, car ils sont devenus complaisants avec l'antisémitisme. Récemment s'est cristallisé un militantisme antiraciste spécifiquement noir, défendant la cause des Français noirs. La publication du livre de l'historien P.A.P. Ndiaye La condition noire et la création du CRAN, Conseil représentatif des associations noires de France, illustre cette évolution, ainsi que l'émergence dans le cadre académique des Black Studies européennes. Mais les militants du CRAN ont été immédiatement suspectés de communautarisme. La légitimité de leur cause ne va pas de soi. On a pu aussi reprocher, au nom de l'antiracisme, à des femmes noires de souhaiter se retrouver entre elles pour parler du racisme et de la misogynie. Pourtant, on ne le reprochait pas aux juifs laïcs du cercle Gaston Crémieux. Ainsi l'action antiraciste nécessite la mobilisation d'une réflexion approfondie sur la notion de communautarisme et sur ses limites. D'un autre côté, certains universitaires et ou militants ont pu donner parfois l'impression de faire du modèle républicain français l'ennemi, et de préférer une approche américaine d'étude des relations entre les races. Le bilan des États-Unis en la matière est-il si formidable ? Est-ce un exemple, vraiment ? Quand on a dit que le racisme était systémique, a-t-on vraiment fait progresser la réflexion par rapport au bilan proposé en 1991 dans l'ouvrage collectif Face au racisme ? Tous les antiracistes n'ont-ils pas intérêt à manifester un peu d'humilité et de sang-froid ? Quant aux préjugés hostiles aux musulmans, leur réalité dans la société française ne fait pas de doute.
De nombreuses enquêtes confirment leur existence. Toutefois, le constat recouvre une divergence importante qui va bien au-delà de la sémantique. Faut-il parler de racisme anti-musulman ou d'islamophobie? Les deux termes ne se recouvrent pas, leurs implications diffèrent et les positions d'auteurs antiracistes s'opposent. Les démographes sont également divisés. Pour mesurer l'ampleur des discriminations, faut-il compter les musulmans en France, au risque de cristalliser des identités qui gagnent à rester fluides? Voici une autre illustration du malaise de l'antiracisme contemporain. Le 12 juin 2016, un tireur a tué 49 personnes dans une boîte de nuit homosexuelle d'Orlando, en Floride, aux États-Unis. Le caractère raciste au sens large du mot du crime est patent. L'assassin a affirmé agir en liaison avec le dénommé État islamique, qui en Syrie et en Irak persécutait les homosexuels. Il a suivi des ordres ou des indications, ou il a travaillé seul en direction de l'idéologie de l'État islamique. Cependant, la clarté des motifs du crime disparaît dans l'article que lui consacre le sociologue Éric Fassin, qui préfère évoquer un terrorisme sexuel. Ainsi, intellectuels et militants antiracistes sont divisés. De cette division, on peut proposer de nombreux exemples, et certains apparaîtront dans la suite de ce travail. Elle est notre sujet. La sagesse des nations enseigne que la division affaiblit. De fait, les groupes et organisations nationalistes, populistes et xénophobes progressent depuis la fin du XXe siècle. C'est une situation nouvelle, une rupture par rapport aux années 1970. Il n'est pas absurde de lier la division des uns et le progrès de l'influence des autres. En centrant l'enquête sur P.A. Taguieff, peut-être a-t-on une chance de contribuer à la compréhension de ce qui s'est passé. 3. P.A. Taguieff a été un membre de la gauche antiraciste, puis il s'en est distancié et a finalement rompu. Mais bien sûr nous sommes ici confrontés à une difficulté qu'il faut reconnaître d'emblée. La gauche antiraciste n'est pas un parti ou une association que l'on quitterait à une date X, donnant congé à une assemblée composée de A, B et C. Un flou certain existe, et il faudrait plutôt parler des gauches antiracistes. Toutefois, un air de famille existe, et quand on lit une tribune, ou quand on écoute à la radio ou à la télévision, une femme ou un homme de gauche intervenir sur les questions du racisme, il nous semble en général possible de reconnaître une voix ou un style argumentatif. Nous reconnaissons donc la difficulté, mais elle ne nous semble pas insurmontable. La séparation étant aussi intéressante que l'adhésion, on peut y consacrer une étude. Notre démarche relève de l'histoire des idées, précisément l'histoire de l'idée d'antiracisme, qui implique bien entendu de s'intéresser à l'histoire du racisme. Elle n'est pas normative, et nous n'avons nous-mêmes rien à proposer en la matière. Simplement nous souhaitons contribuer à la compréhension d'un débat politique contemporain. Notre problème n'est pas de juger mais comprendre. Comment et pourquoi s'éloigne-t-on de la gauche antiraciste? Qu'est-ce que cet éloignement nous apprend sur l'antiracisme et sur la gauche? Notre plan est chronologique. Dans les années 1980 jusqu'en 1991, P.A. Taguieff devient célèbre pour ses analyses critiques du discours du GRECE et du Front National, pour sa typologie des racismes et des antiracismes, universaliste versus différentialiste, et pour son étude historique sur les protocoles des sages de Sion. Mais déjà à cette époque, ses critiques adressées à l'action des organisations antiracistes dessinent une position singulière, chapitre 1. Celle-ci se confirme dans la décennie suivante 1990, quand, dans divers textes, il plaide en faveur d'un antiracisme républicain qui assumerait sans complexe un héritage républicain, à préciser, dont naturellement l'idée de nation, chapitre 2. Depuis les années 2000 à 2001, la rupture est consommée, car il désapprouve une gauche antiraciste incapable, selon lui, de prendre au sérieux, d'une part le retour de la haine des Juifs sous une forme nouvelle, chapitre 3, et d'autre part l'attachement à la patrie ou à la nation, chapitre 4. Est-il essentiellement un néo-réactionnaire? Ou une autre hypothèse peut-elle être avancée en guise de motif de ses engagements? On défendra qu'il est surtout un libéral, au sens d'un défenseur de la sphère publique des idées, attaché au bon dissensus, chapitre 5. Le parcours singulier de P.A. Taguieff nous semble ainsi une des voies possibles pour aborder l'éclatement de l'antiracisme.
Ayant proposé de voir dans l'antiracisme une pratique et un discours partagés entre deux pôles, la différence et l'universel, P.A. Taguieff s'est posé tôt, dès les années 1980, la question de leur articulation, qu'il a cherchée dans la communauté politique existante, la nation, au nom du réalisme. D'autres antiracistes ont opté, afin d'articuler la différence et l'universel, pour une voie opposée. L'émancipation des dominés aussi pouvait servir de pivot articulant les deux dimensions. On suivra donc les deux cheminements, sans négliger que beaucoup ne souhaiteraient ni sacrifier l'utopie au réalisme, ni le réalisme à l'utopie. On pense par exemple au texte de Laurent Geoffrin dans Libération. Chapitre 1 « L'identité brouille les cartes, 1983-1991 ». Le néo-racisme est le produit d'une connaissance de l'antiracisme et d'une stratégie culturelle de contournement et de rétorsion d'arguments. En 1988, les éditions La Découverte publient La force du préjugé. Essai sur le racisme et ses doubles, un volume de plus de 700 pages qui donne à son auteur une notoriété certaine. Le livre constitue une tentative originale de penser le racisme et l'antiracisme, le double du sous-titre. Il est publié après de nombreux travaux sur le sujet, dont les premiers remontent à la fin des années 1970. Il sera suivi en 1995 par un second ouvrage, à certains égards plus clair et plus précis, Les fins de l'antiracisme. Comme le premier, il est constitué en partie d'articles plus anciens, mais surtout d'un matériel original. Les deux livres se présentent comme une recherche encyclopédique, le mot est de P.A. Taguieff autour du racisme et de l'antiracisme, donc une recherche intégrant tous les champs du savoir, sciences sociales, philosophie, histoire. Pourtant, puisque dans la décennie 1980 très peu d'individus ou de groupes se revendiquaient explicitement du racisme, quel est l'intérêt de ce travail ? Pourquoi revenir sur un pareil sujet ? Qu'est-ce qui est inconnu à propos du racisme ? La justification de l'auteur est la suivante. Du côté du racisme, quelque chose est en train de se passer, des évolutions sont en cours, dont on n'a pas nécessairement conscience. Les militants antiracistes et les chercheurs pouvaient percevoir ces évolutions, mais souvent de façon confuse. Le discours raciste allait se réorganisant, de la race à l'identité, du biologique au culturel, de l'hétérophobie à l'hétérophilie. La décennie 1980 a été pour P.A. Taguieff consacré aux recherches surtout théoriques et critiques. En 1984, il publie son premier texte long et achevé, une étude approfondie de la nouvelle droite. À la fin de la décennie 1980, il accepte la proposition des éditions Berg International et plonge dans un travail ample sur l'histoire des protocoles des sages de Sion, qui le mène jusqu'à l'antisémitisme postérieur à la Seconde Guerre mondiale. Les années 1983 à 1991 possèdent ainsi une unité. Elles sont orientées autour d'une critique constructive de l'antiracisme tel qu'il existe dans les années 1980. Un antiracisme à la fois dominant dans l'opinion publique, mais pour cela même, ignorant de ses faiblesses conceptuelles réelles, dans le contexte des transformations du racisme. Ce chapitre souhaite présenter les contributions de P.A. Taguieff à cette critique constructive de l'antiracisme. Le suivant abordera la tentative de reconstruction de l'antiracisme sur des bases républicaines, tentative développée surtout dans les années 1990. Peut-être est-il permis de comparer sur un point précis le projet de Pierre-André Taguieff, dans ces années, avec le livre classique Penser la Révolution française de François Furet. Ce dernier invitait à un effort conceptuel pour rompre avec les représentations des acteurs de la Révolution. P.A. Taguieff considère que, face à l'émergence du Front National, rien n'est plus important que de penser racisme et antiracisme en s'éloignant dans un premier temps de l'éthos du militant, afin de comprendre ce qui se passe. Au nom de l'efficacité, il plaide pour un antiracisme moins ingénu et moins idéologique, capable de prendre en compte ceci. Les préjugés et les discriminations dans les années 1980 relèvent de moins en moins de l'héritage du passé raciste et nazi de l'Europe, et de plus en plus d'une logique de défense de l'identité, dont les origines intellectuelles paradoxalement se trouvent entre autres dans l'histoire du propre antiracisme. Ces analyses ont été discutées et critiquées. Il y a eu divergence parmi les chercheurs et les militants. Jusqu'aux années 1980,
il était facile de se mettre d'accord sur la bêtise et le danger des idées de race. Dans l'Europe de 1980, les admirateurs des nazis, d'Édouard Drummond ou de Georges Vacher de la Pouge ne sont pas si nombreux. Mais les concepts de culture, de différence, d'identité, désormais au centre des stratégies argumentatives des adversaires racistes, ceux qui expriment à un titre ou à un autre des préjugés et en appellent à des discriminations, posent aux antiracistes, en grande majorité des militants de gauche, des nouveaux défis. De là une évolution du consensus au dissensus, dans laquelle P.A. Taguieff a joué un rôle, même s'il n'en est pas responsable, et même si bien entendu il n'est pas le seul chercheur impliqué, mais il fut l'un des principaux, l'un de ceux qui ont le mieux su saisir le changement de paradigme du racisme, donc de la race à l'identité et du biologique au culturel. Ses contributions les plus importantes durant ces années sont un travail de dévoilement et d'identification de la nature de la nouvelle droite, une proposition de conceptualisation neuve du racisme et de l'antiracisme, opposant universalisme et différentialisme, une analyse neuve et influente du discours du Front National, le national-populisme, et enfin une interpellation adressée aux militants et aux chercheurs autour de la cristallisation dans les cercles restreints de l'ultra-droite, un antisémitisme à nouveau dissible dans l'espace public, sous couvert d'antisionisme. Ces 4 points seront abordés dans ce chapitre. L'enjeu principal est de prendre la mesure d'une évolution des doctrines de la haine, de moins en moins articulées à l'idée de race. L'éloge de la différence, vue de droite. P.A. Taguieff a beaucoup écrit sur le GRECE, Groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne, des articles, un long essai, un livre publié en 1994 reprenant en partie des textes antérieurs. Nous n'essaierons pas de résumer son enquête, qui reste en français l'un des travaux de référence sur le sujet. Cependant, c'est cette enquête qu'il a mis sur la voie des transformations du racisme, qu'il a lui-même ainsi résumé, le passage de la race à la culture, de l'inégalité à la différence, de l'hétérophobie à l'hétérophilie, soit une triple évolution qui a assuré la persistance et la réinvention du racisme en Europe. Cet avatar du racisme, P.A. Taguieff n'est pas le seul à l'avoir identifié, puisqu'Albert Memmi par exemple a formulé à ce sujet des observations profondes. Mais son rôle a été important. La formule en italique ci-dessus est de lui, et dit l'essentiel d'une évolution du point de vue de l'histoire des idées. En effet, le GRECE des années 1970 à 1980 ne parlait pas de race, mais d'identité européenne à préserver et à défendre. P.A. Taguieff a pris au sérieux ces idées, et les gens qui les expriment. Le style de P.A. Taguieff. En 1984, P.A. Taguieff publie ainsi 2 articles importants, qui veulent alerter le public intéressé d'un contresens possible. S'il y a de bonnes raisons de ne pas ignorer le GRECE, ce n'est pas qu'il est le vecteur d'un retour à Vichy, mais c'est au contraire qu'il élabore, sur le plan des idées et à l'extrême droite, un discours en partie neuf, ce qui constitue en soi une rupture et un petit événement. Il s'agit en somme, de ne pas se laisser emporter par ce qu'Henri Rousseau nommera par la suite le syndrome de Vichy. Il perçoit une transformation et une rupture, là où beaucoup étaient surtout sensibles aux éléments de continuité qui existent aussi naturellement. De ces textes, on peut retenir 3 informations sur le style de leur auteur. P.A. Taguieff s'inscrit d'abord à équidistance de différentes disciplines, l'histoire, la philosophie, la rhétorique, l'art de convaincre et de faire agir, les sciences sociales. En historien, il s'intéresse à tout. Ce n'est pas parce qu'un texte est médiocre, ou une argumentation pauvre ou bancale qu'elle ne mérite pas d'être lue, si elle participe du débat politique, de la vie de la cité et si elle aide à en saisir la dynamique. Il s'intéresse par conséquent aux écrits que la philosophie traditionnelle dédaignerait, et s'interroge sur les sources, les contextes, les arguments, les trajectoires biographiques ou institutionnelles. Toutefois, en philosophe, c'est la rigueur ou l'absence de rigueur des argumentations et de l'emploi des concepts qui forment le cœur de sa curiosité. L'analyse conceptuelle est sa méthode. Par exemple, qu'est-ce que l'universalisme pour le GRECE ? À quel thème, idée, valeur est-il associé ? Comment est-il utilisé ? Comment est-il construit par les auteurs de la nouvelle droite ? Cette analyse des concepts aboutit à un jugement argumenté et assumé,
qui apparaît souvent à la fin du texte et qui exprime une position normative assumée. Par ailleurs, il s'intéresse prioritairement à la rhétorique, aux idées qui font agir les hommes, donc aux idées qui ont été jugées à un certain moment convaincantes par certains. Il a été influencé dans ce sens par les travaux de Chaim Perelman, 1912 à 1984. Ce qui l'intéresse, ce sont moins les idées pures que les idées impures, les idées qui proviennent d'un esprit politique, animé par le désir de convaincre et faire agir, et qui, pour ce faire, mobilisent les ressources propres, particulières, offertes par le langage. Sa curiosité est proche de celle de l'historien des idées Marc Angenot. Enfin, les sources d'inspiration de P.A. Taguieff sont diverses, mais l'influence de Max Weber est peut-être la plus importante. On peut être alternativement un chercheur tenu à l'impartialité et un citoyen engagé dans le débat des idées. Le chercheur et le citoyen partagent le même terrain, mais selon des ambitions différentes. L'un recherche la vérité, l'autre a un projet d'influence du débat public. Les confusions sont possibles, mais elles sont pour une grande part évitables. P.A. Taguieff assume les exigences de neutralité axiologique définies par le sociologue allemand Max Weber. Il croit possible, jusqu'à un certain point, de faire la part des choses. Comment faire ? Il a proposé récemment des éléments de réponse, volontairement imprécis, en posant qu'il n'y a pas de réponse générale qui soit satisfaisante. Chaque auteur doit ici se forger ses règles de la méthode et ses principes normatifs, en s'efforçant dans ses écrits publiés, de distinguer le plus clairement possible la construction des faits de leur évaluation ainsi que d'éventuelles propositions normatives accompagnant cette dernière. Donc, on n'aura pas la naïveté de croire qu'on puisse échapper totalement à la tension entre le savant et le politique, ni qu'on puisse jamais combler le fossé entre science et morale, connaissance et éthique. Il n'existe donc aucune recette mécanique, aucun mode d'emploi préécrit. Chaque chercheur devra trouver le ton et le style qui convient à son projet. On trouve chez l'historien Saul Friedlander le même empirisme modeste et ambitieux. Quant aux conclusions de ces deux textes, elles concernent d'abord l'histoire du GRECE, puisqu'en historien des idées P.A. Taguieff propose une chronologie de son évolution. Toutefois, les deux points suivants sont les plus importants. Tout d'abord, le GRECE divulgue une curieuse doctrine, inspirée très acrobatiquement par les travaux de Georges Dumézil. Il existerait une identité européenne fondée sur la distinction des trois fonctions: prier, combattre, produire. Cette identité distingue et hiérarchise, elle serait donc anti-égalitariste. Elle s'oppose donc à tous les égalitarismes, à toutes les doctrines qui accordent une place à l'égalité entre les individus, sous des formes diverses, christianisme, libéralisme, socialisme, qui sont autant d'universalisme. En travaillant sur le GRECE, P.A. Taguieff rencontre un discours structuré par l'opposition différence-universalisme. Par la suite, il s'est demandé s'il n'était pas possible de proposer une typologie des racismes, mais également des antiracismes, autour de ces deux pôles, la différence, l'universel. Ensuite, ce néo-racisme différentialiste, centré sur l'impératif de préservation de l'identité propre, dépourvu de référence à l'idée de race, n'accorde aucun privilège aux Européens. Tous les autres peuples, et particulièrement ceux du Sud d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, sont invités à en faire autant, à préserver eux aussi leurs identités. C'est l'antiracisme plus que le racisme qui ouvrait des perspectives au GRECE. Le procès en nazisme des années 1979 à 1980 avait donc peu de chances d'être gagné. En revanche, l'affaire suggérait une évolution sur le front du racisme et de l'antiracisme. Notre propos n'est pas la nouvelle droite, sur laquelle beaucoup de travaux existent. On sait qu'Alain de Benoît a évolué. Mais c'est la lecture des textes du GRECE qui l'a mené vers l'idée que le racisme pouvait et devait faire l'objet d'une enquête philosophique approfondie, qu'il était un sujet non seulement intrigant mais important car quelque chose dans les années 1980 était en train d'émerger, comme le signalaient sur le terrain politique les premiers succès totalement inattendus du Front National. Il fallait aller au-delà du cas limité du GRECE et reprendre l'enquête sur le racisme. Comment se faisait-il que l'universel et la différence puissent être, l'un et l'autre, mobilisés alternativement, dans une perspective raciste ou dans une perspective antiraciste ?
Du racisme au racisme, de l'antiracisme aux antiracismes. Dans les années 1980, P.A. Taguieff se consacre à un travail qui a pu être mal compris, critiquer l'antiracisme dans un contexte de progression du Front National, afin de le rendre plus efficace. On trouve dans la force du préjugé à la fois une tentative de reconstruction du concept de racisme et une tentative d'analyse critique de celui d'antiracisme, ce dernier sur le plan des idées uniquement, dans le contexte d'une évolution du racisme de la biologie à la culture, est devenu inconsistant parce qu'il en appelle à la fois à la défense des droits de l'homme universels, de groupes historiques singuliers et à l'éloge du métissage. Il part dans tous les sens. Parmi les nombreuses causes de la montée du Front National, il fallait donc compter aussi avec une difficulté propre de l'idée antiraciste confrontée à un racisme sans race. Le racisme du singulier au pluriel, les racismes. La force du préjugé. Essai sur le racisme et ses doubles, publié par les éditions La Découverte donc à gauche, fut bien reçu. Cette réception favorable suggère que le livre venait à son heure. Il était temps de penser le racisme et l'antiracisme, et d'abord de reprendre la question de la définition du racisme. Pour cela, P.A. Taguieff s'inscrit bien entendu dans une histoire marquée par de nombreux travaux. Les plus importants, ceux qui l'ont directement influencé, sont ceux de Claude Lévi-Strauss, de Colette Guillaumin et d'Albert Memmi. Les contributions de C. Lévi-Strauss, A. Memmi et C. Guillaumin. Comme cela a souvent été souligné, le racisme a peu intéressé les chercheurs français avant les années 1980, à l'exception notable des travaux de Léon Poliakoff et de ceux des historiens de l'Ancien Régime nobiliaire. Pour penser ce qui était en train de se dérouler autour du GRECE et des succès du Front National, donc la cristallisation d'un racisme sans race, il était cependant possible de puiser dans les réflexions importantes de trois auteurs, Albert Memmi, Colette Guillaumin et Claude Lévi-Strauss. Dans quelle mesure ont-ils été décisifs pour P.A. Taguieff? Militant anticolonialiste et écrivain, Albert Memmi a écrit de nombreux essais profonds sur le racisme. Selon P.A. Taguieff, il faut rendre hommage à la lucidité quasi-prophétique d'Albert Memmi, dont le type idéal du racisme présenté en 1964 de façon canonique comportait deux innovations majeures. Autrement dit, recentrer l'analyse sur la différence, à la place de la hiérarchie des races, et aller au-delà de la biologie vers la culture. Dès 1964, Albert Memmi pensait le racisme comme l'exacerbation et la survalorisation de la différence, indépendamment de toute référence à l'idée de race. Cependant, P.A. Taguieff observe une possible lacune. S'il est vrai que le racisme exprime une forme d'hétérophobie, néologisme dû à Memmi, celle-ci n'est pas indispensable. Au contraire, le racisme contemporain avance masqué et prononce bien souvent l'éloge de la différence, ce pourquoi P.A. Taguieff suggère que bien souvent il se présente comme hétérophile. En effet, il existe des formes proprement hétérophiles de racisme. La mise à distance qu'implique toute racisation, refus du contact, évitement social, hantise du métissage, peur panique des mariages mixtes, rejet d'une descendance métissée, etc., peut se traduire aussi bien dans la langue hétérophile, éloge de la différence, respect de l'altérité, que dans la langue hétérophobe. Ainsi, si l'éloge de la différence peut exprimer une attitude raciste aussi bien que le rejet de la différence, alors l'hétérophilie et l'hétérophobie ne s'opposent pas respectivement, comme l'antiracisme et le racisme, ni comme une position ouverte de gauche à une position fermée de droite. Car l'éloge peut valoir comme instrument. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.